Vous aurez d'ailleurs noté, mesdames et messieurs, que, à la différence de ce qui avait prévalu pendant longtemps, le volume de la dotation globale de fonctionnement est aujourd'hui stabilisé. J'observe que Philippe Laurent, que nous connaissons bien ici, qui est un des grands spécialistes des finances publiques au sein de l'AMF, maire de Sceaux, a confirmé devant le comité des finances locales que ces engagements financiers qui avaient été pris par le gouvernement étaient tenus. Ça n'est pas rien dans le débat que nous avons, et puisque nous parlons avec franchise, je pense que ça mérite d'être noté. La Cour des comptes, hier, vous l'avez cité, Monsieur le Président, a noté sa préférence pour la méthode que nous avons retenue plutôt que pour la méthode qui prévalait antérieurement, à savoir la baisse unilatérale des dotations aux collectivités. Je suis évidemment volontiers tenté de suivre et de m'inspirer de la sagesse de la Cour des comptes. Et je pense que cet instrument de la contractualisation est, je le dis comme je le pense, prometteur. Il va s'améliorer. Il est neuf. Je n'ai pas la prétention de réussir du premier coup la mise en place d'un système aussi radicalement différent de ce qui prévalait avant et aussi complexe à mettre en œuvre avec l'ensemble des collectivités cibles, avec les 322 collectivités cibles. Discuter un contrat comme ça, c'est pas évident. Interpréter l'exécution d'un contrat comme ça, c'est pas évident. À l'évidence, on va s'améliorer. Je veux bien prendre un pari. Vous ne savez pas, l'appel de Marseille, Monsieur le maire, Madame la Présidente, c'est le pari de Marseille. Le pari qu'à l'avenir, quels que soient les gouvernements, on ne reviendra pas sur cette logique de contractualisation financière. C'est un pari. On aura l'occasion un jour de constater si il était fondé ou infondé. Vous demandez, Monsieur le Président, une concertation sincère entre l'État et les collectivités. Un mot sur la conférence des territoires que tout le monde, et moi le premier, appelait de ses voeux et dont vous fustigez l'échec en le taxant de, je cite, de lieu de concertation formelle où l'État et les collectivités constatent leur désaccord. Si j'osais, sans en faire trop dans la provocation, je vous dirais assez volontiers qu'un endroit où on peut se retrouver et le cas échéant constater des désaccords, c'est déjà pas si mal. J'ai connu une époque où les désaccords, je les constatais tout seul et a posteriori. Et donc, cette conférence nationale des territoires, dont je reconnais volontiers qu'elle peut évidemment être améliorée, elle permet à toutes les tranches de collectivités territoriales, pardon, je ne devrais pas utiliser ce terme comme ça, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, les petites communes, les communes moyennes, qui sont toutes représentées, les communes rurales, qui sont toutes représentées au sein de cette conférence nationale des territoires, d'échanger. Ça n'implique pas qu'elles se mettent d'accord, parce que c'est difficile. Mais nous échangeons et nous dialoguons sur l'ensemble des sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et vous savez parfaitement que cet ordre du jour, il n'est pas simplement le fait du gouvernement, mais qu'il est systématiquement concerté avec les associations d'élus. Dire « nous ne sommes pas d'accord, donc il n'y a pas de dialogue », c'est, à mon avis, renforcer le risque du blocage. Oui, nous dialoguons, et parfois nous ne sommes pas d'accord. Et parfois nous sommes d'accord. Et vous avez eu l'honnêteté de le dire d'ailleurs, et je vous en remercie, en mentionnant Elisabeth Borne, que je rementionne pour que sa modestie naturelle en souffre encore un peu plus. Bien sûr que nous discutons, et bien sûr que sur certains sujets nous avançons et nous sommes d'accord. Donc, améliorer la conférence nationale des territoires, oui, sans doute. Faire en sorte de lui enlever son caractère qu'elle a eu parfois, et qui me semble peu opérant de grande messe, oui, sans doute. En faire une instance de dialogue avec l'ensemble des collectivités territoriales, et pas simplement un dialogue de strate à strate, de région à État, ou de département à État, ou de commune à État, ou de grande commune à État, mais bien un lieu où l'ensemble des collectivités territoriales, que vous avez, si j'ose dire, massées hier, soient bien présentes et représentées dans un dialogue avec le gouvernement et avec un certain nombre de parlementaires qui, eux aussi, participent, Monsieur le Président du Sénat, à cet exercice. Et j'en profite pour vous remercier
d'avoir à la fois accueilli la première conférence nationale des territoires et participé lorsque il vous était possible à ces travaux. Nous avons réuni 7 fois cette conférence nationale des territoires. On y a discuté de l'équipement numérique du territoire, de la préparation de la révision constitutionnelle, et notamment de cette question de la différenciation, des compétences eau et assainissement, de la mobilité, de la fonction publique territoriale. Monsieur le Président, le sujet de la fonction publique territoriale a été inscrit à l'ordre du jour de cette conférence nationale, de l'instance de dialogue de la conférence nationale du territoire. Il a été inscrit à l'ordre du jour. On a même fait, Monsieur le Président, des propositions en la matière dont on pensait qu'elles pouvaient être utiles et qui ont été écartées. Parce que le retour des collectivités territoriales, ça a été de dire non, finalement, ce n'est pas une bonne idée, on ne veut pas ça. Et on ne les a pas reprises. Si. Je ne dis pas que vous y étiez là, Monsieur le Président, vous n'êtes pas toujours. Mais, non, vous n'êtes pas toujours, c'est pas grave, c'est une décision politique qui vous appartient, je la respecte. Mais c'est un fait. Mais nous avons discuté de ces questions à la Conférence nationale des territoires. Au menu de la prochaine Conférence nationale des territoires, il va y avoir l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui doit être créée. C'est utile de pouvoir en discuter ensemble. Il va y avoir à nouveau cette question de la fiscalité locale. Parce qu'avec la suppression de la taxe d'habitation se pose forcément la question, je dirais, avec la suppression de la taxe d'habitation et avec l'affectation aux régions d'une partie de la TVA, se pose forcément la question de repenser la fiscalité locale. Elle le mérite. Alors c'est un sujet redoutablement complexe d'abord et politiquement extrêmement difficile. Mais c'est justement parce que c'est redoutablement complexe et politiquement difficile qu'il est préférable qu'on puisse en parler dans la Conférence nationale des territoires plutôt que de ne pas en parler et avoir ensuite un débat qui sera au Parlement. C'est le lieu légitime de définition de ce qu'est la fiscalité, mais qui n'aura pas été suffisamment préparé par des échanges avec les collectivités territoriales. Et puis, un mot pour dire que, autour de la table, il y a des collectivités territoriales à cette conférence des territoires. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous avançons. 4 associations d'élus sont systématiquement présentes. France Urbaine, l'ADCF, l'Association des petites villes de France, l'Association Villes de France. Elles nous ont fait parvenir en juillet un projet de feuille de route partagée pour la cohésion territoriale, qui est un appel. Il n'a pas été formulé à Marseille, mais qui est un appel tout aussi intéressant sur justement la façon dont on améliore le fonctionnement de cette institution et sur comment est-ce qu'on peut envisager la construction collective de la suite. J'y répondrai à cet appel. Je le prends en compte, parce que, comme celui de Marseille, il dit des choses, et il dit des choses intéressantes sur la nécessaire coopération et concertation et dialogue entre l'État et les collectivités territoriales. Nous pouvons améliorer ce fonctionnement de la CNT, mais j'y tiens. Je tiens à cet instrument. Nous pouvons faire en sorte qu'elle soit plus fluide, qu'elle soit moins formelle, sans aucun doute. Et vous savez, Monsieur le Président, que j'ai évoqué la possibilité d'une rencontre avec les présidents de région pour écouter ce que vous aurez sur ce sujet, comme sur bien d'autres sur lesquels je vais revenir, les propositions que vous formulez. Un mot maintenant de la répartition des compétences. Je l'ai dit, vous l'avez dit, en France, dans notre République, dans notre Constitution, la décentralisation est un fait aussi incontestable qu'irréversible. C'est incontestable et c'est irréversible. Je ne crois pas que nous gagnions quoi que ce soit à laisser penser que nous voudrions revenir sur une disposition qui est centrale, première, si j'ose dire, dans la Constitution, le fait que la France est désormais une république décentralisée. Point. Personne, mesdames et messieurs, personne ne veut revenir sur le caractère décentralisé de la République. En tout cas, certainement pas le gouvernement, certainement pas la majorité parlementaire et certainement pas les élus locaux. En revanche, puisque nous citons la Constitution, il est vrai que l'article 34 de la Constitution définit prévoit que la loi, votée par le Parlement, répartisse les compétences entre l'État et les collectivités locales, ou entre les collectivités locales, et que ça relève du domaine de la loi. Cette répartition, qui est un acte politique, elle doit permettre de faire en sorte que les choses fonctionnent mieux. Elle doit permettre de corriger ce qui peut l'être et ce qui doit l'être. Elle doit permettre d'accentuer, sur certains sujets,
cette décentralisation. Nous avons engagé des transformations. Certaines de ces transformations, vous les avez évoquées. Je pense à la lutte contre la pauvreté, je pense à l'apprentissage. Nous amènent, c'est vrai, à aborder les choses de manière différente. Un mot, puisque vous avez évoqué l'apprentissage, en disant qu'il n'y avait eu, vous ne l'avez pas vraiment dit comme ça, enfin vous l'avez quand même dit un peu comme ça, Hervé, qu'il n'y aurait pas eu de concertation. Il y en a eu. Je peux d'autant plus en témoigner que vous y étiez, et moi aussi, et que ça se passait dans le Salon Bleu de Matignon. Donc nous savons qu'il y a eu des concertations. Et nous savons que vous avez toujours formulé des arguments qui, pour certains, ont été entendus et pour d'autres, n'ont pas été repris. C'est vrai. Mais, de grâce, pour la qualité du débat public, ne disons pas qu'il n'y a pas eu de concertation. De même, vous évoquez Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui, selon vous, aurait dit que l'apprentissage, pardon, que le nombre d'apprentis aurait été considérablement multiplié. Ce n'est pas exactement ce qu'a dit Muriel Pénicaud. Elle a dit que le nombre de demandes d'apprentissage a été considérablement multiplié, de plus de 40%. Nous avons assisté cette année à une augmentation considérable de la demande d'entrée en apprentissage. Pas du nombre d'apprentis encore, de la demande. C'est une excellente nouvelle, hein, parce que justement, cette appétence des Français pour l'apprentissage, cette espèce de réticence culturelle à l'apprentissage, était vécue comme un problème. Nous sommes en train de dépasser cette réticence culturelle. Il faut donc maintenant être à la hauteur de la tâche. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé au Parlement ces transformations. S'agissant de la lutte contre la pauvreté, là aussi, des présidents de conseils départementaux, je pense par exemple, cher Dominique, au président Klein, a été chargé d'une mission par le gouvernement, avec la députée de Marseille du reste, sur justement comment est-ce qu'on pouvait avancer sur les questions de RSA, et on produit des rapports dont nous tenons compte, c'est plutôt une bonne chose. Et ils l'ont fait avec leur expérience. Une expérience de terrain, une expérience d'élu local, une expérience d'élus compétents qui gèrent spécifiquement tel ou tel dossier. Notre objectif, c'est de créer, pour améliorer une politique qui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, d'améliorer les choses et de créer un service public, un véritable service public de l'insertion. L'État ne pourra pas faire les choses seul, il le sait parfaitement. Il sait que pour construire ce service public de l'insertion, il faudra qu'il s'appuie, qu'il travaille, qu'il réfléchisse et qu'il mette en œuvre les choses avec les collectivités territoriales, avec les départements bien entendu, mais aussi avec les métropoles qui connaissent aussi leur tissu économique, avec les régions bien entendu, qui ont un rôle majeur en la matière.